Pas des books de 300 pages qu'il faut apprendre par cœur, hein. C'est pas du tout ça l'idée, hein. C'est vraiment l'idée de leur donner du contenu qui soit exploitable en temps réel. C'est presque un espèce de moyen d'augmenter les commerciaux et leur intelligence, entre guillemets, en leur donnant des outils pour être les plus percutants possibles quand ils sont en face de leurs clients, quoi. Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous, et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons faire un épisode un peu spécial pour lancer la saison 3 de Vive la Vente, puisque je reçois Didier Pérodin, fondateur et CEO d'Up2. Salut Didier, comment vas-tu ? Salut Julien, écoute, ça va très bien. Alors Didier, dans cet épisode, on va parler de machine de vente, de ta vision de la vente, de ce qui fait un bon commercial, notamment en termes de mindset, de skills. Et on va parler également de comment créer son académie de vente interne. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi et ton track record ? Bah écoute, avec plaisir. Moi, j'ai commencé ma vie d'entrepreneur un peu sur le tard, parce que j'ai créé Up2 quand j'avais 40 ans, donc ça fait un petit moment, c'était en 2005. Et devine ce que j'ai fait avant, évidemment, j'ai fait de la vente. J'en ai fait pendant 15 ans, j'ai vendu beaucoup de logiciels, beaucoup de software, et puis j'ai un peu gravi les échelons de la vente. J'étais commercial, manager, et puis j'étais ensuite associé dans une boîte qui faisait du soft en CRM, en marketing automation, même si ça s'appelait pas tout à fait comme ça à l'époque. Et en fait, évidemment, j'ai eu la chance d'être très bien formé à la vente par des boîtes qui étaient quand même dans un environnement très anglo-saxon, donc les Américains ils rigolent pas avec la logique armer les bras des commerciaux, entre guillemets, hein. Donc j'ai eu la chance de baigner très jeune dans des techniques de vente assez élaborées, donc je me suis vraiment éclaté là-dedans. Et en fait, comme j'étais dans le CRM, je voyais beaucoup d'organisations, beaucoup de grands comptes, et la réalité en fait des difficultés des forces de vente à performer. Et en fait, je me suis dit, il faut, j'ai un peu comme une mission, je me suis dit, il faut vraiment qu'on aide les entreprises en France à performer commercialement, peut-être même autant que les Américains performent, quoi. Et c'est sûr que j'ai vite compris qu'en fait il y avait un gros boulevard, parce que je me rendais pas compte à quel point en France la vente était dévalorisée, notamment par rapport aux Américains. Enfin, je crois que un entrepreneur américain c'est forcément un bon vendeur, hein. Chez nous, on a d'autres qualités, hein, on fait des super produits et tout, mais tout le monde n'a pas une super exécution commerciale. Donc voilà l'histoire. Ok, on va creuser tout à l'heure cet aspect vision de la vente. Mais est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur où en est Up2 et surtout où est-ce qu'on va, nous, d'ici 3 à 5 ans? C'est quoi le projet? Le projet, en fait, donc aujourd'hui, Up2, on a une offre très globale, hein, qui est construite autour de 3 sujets principaux, qui sont le recrutement de bons commerciaux, qui sont la formation de commerciaux, et qui sont le business consulting autour du dirigeant pour l'aider à construire des machines de vente et des académies de vente de première classe, entre guillemets. Donc on est nombreux quand même, on est 250 pour faire tout ça. Et en fait, on a cette espèce de légèreté de se dire qu'on est encore au début de l'histoire, parce qu'on considère que on est au début de la transformation commerciale en France, que c'est un sujet
qui est peut-être encore perçu comme un nice to have par pas mal d'entreprises, mais qui va devenir un must have dans les années à venir. Et je pense que ça va être un raz-de-marée parce qu'il y a 100 000 boîtes en France qui ont des commerciaux, il y a 100 000 boîtes en France qui ont besoin d'aller chercher de plus en plus, et puis j'ai envie de dire plus que jamais, avec tous les mauvais signaux économiques qu'il y a, qui vont être obligés à un moment ou à un autre de se penser sur ce problème-là, parce qu'ils ont des gisements de productivité qui sont hyper importants à aller chercher par la transformation commerciale. Donc c'est un océan bleu qu'on a devant nous, et comme c'est la rentrée pour Up2, mais aussi pour beaucoup de dirigeants, est-ce que tu peux nous parler des grands projets de l'année ? Alors, des grands projets de l'année. Bon, on a plein de grands projets. Parfois, on en a trop. On se dit qu'il faut en tuer quelques-uns, mais bon, c'est quand même... on travaille beaucoup sur notre offre produit, qui est loin d'être terminée. On a encore des quantités de choses à faire. On travaille... On lance des produits d'audit, en fait, qui permettent... Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de dirigeants n'avaient pas forcément la vue claire sur où est-ce qu'ils en étaient dans leur machine de vente et quel était le niveau de puissance et d'efficacité à la fois de leurs commerciaux, de leurs process de vente, des outils qu'ils utilisent, etc. Donc ça, c'est une nouvelle offre qu'on a lancée et qui cartonne bien, parce qu'il y a un gros besoin déjà de commencer par faire un état des lieux. J'ai envie de dire que on a aussi développé autour de notre activité de recrutement, on veut vraiment aller, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de nouveaux métiers autour du sales. Il y a plus simplement que le commercial terrain ou le grand compte. Il y a aussi on pourra peut-être en reparler, des métiers autour des sales qui sont des piliers aussi d'équipe de vente, et on veut vraiment développer une expertise pour pouvoir aider nos clients à se staffer sur ce genre de profils périphériques qui n'ont peut-être pas de chiffre d'affaires en direct sur la tête, mais qui parfois arrivent avec vont permettre peut-être à des commerciaux d'en faire 2 fois plus. Donc ça, on pourra l'évoquer. C'est un de nos gros projets de l'année. Ok. On a quand même un projet de croissance. Je pourrais commencer par ça, puisqu'on a quand même encore un projet de recruter 80 personnes et de grandir fort cette année. Donc ça va mobiliser toutes nos énergies. Et puis on a un petit projet, moi, qui me tient bien à cœur, qui est un projet de culture, qui est un peu notre dada chez Up2, parce que on fait hyper gaffe aux gens, en fait, et on est reparti pour compétiter sur le grand palmarès de Great Place to Work cette année encore. On était second il y a 2 ans, donc on espère qu'on va être sur le podium cette année, mais c'est en tout cas un projet sur lequel on travaille beaucoup, et au travers de ce projet, en fait, on passe pas mal de temps à travailler sur notre culture d'entreprise. Voilà. Ok. Bon, ça fait beaucoup de changements. Comment est-ce qu'on va faire pour réussir tous ces beaux projets ? Eh bien, écoute, on va le faire avec un truc qui est un ingrédient qui nous a permis de grandir depuis le début. On a une énergie de dingue, on a une énergie folle dans cette boîte et à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, voilà ma réponse. C'est vraiment avec de l'énergie qu'on va réussir à faire tous ces projets-là. Ok. Un terme à la mode qui revient de plus en plus depuis quelques mois, c'est la guerre des talents. Comment on peut s'y préparer quand on est dirigeant commercial, qu'on a des commerciaux dans ses équipes, qu'on veut lutter contre le turnover et qu'on en recrute régulièrement ? En fait, c'est sûr que là, le game a changé, parce que déjà, en fait, ça a toujours été super dur de recruter des bons commerciaux. Même il y a 10 ans, guerre des talents ou pas des guerres des talents, ça a toujours été. Mais ça s'est accentué quand même, on le voit bien. Hein. Bien sûr, ouais. Là, en fait, on a quand même, je crois que depuis 1 an, il y a 70% d'offres en plus sur le marché. Et pourtant, le nombre de commerciaux en mobilité, il reste le même. Donc, c'est sûr que c'est hyper tendu. Et en fait, le premier truc, c'est qu'en fait, déjà, il faut que les recruteurs apprennent à recruter, en fait. Je suis un peu... c'est un peu dur, mais je pense que c'est un vrai métier, et surtout que là, il y a un vrai changement de posture à avoir, parce qu'il faut vraiment que tous les gens qui recrutent, donc pas simplement les RH, mais surtout, j'ai même envie de dire les managers en priorité, il faut qu'ils passent d'un statut de manager, de recruteur acheteur à un statut de recruteur vendeur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment...
qui rentrent dans une logique de séduction, qui défendent leurs avantages concurrentiels, qu'ils arrivent à attirer des candidats. Bon, après, il y a énormément de sujets sur lesquels il faut travailler pour bien recruter, pour gagner cette guerre des talents. Le premier, en tout cas, c'est le recrutement, c'est se former au recrutement, c'est mieux recruter. Exactement, ouais. Inverser le temps d'écoute avec les candidats, c'est-à-dire comprendre un peu ce qu'ils recherchent, rentrer dans leur projet, en fait faire de la vente, recruter comme si on faisait de la vente. L'offre et la demande se sont inversées. Il y a encore quelques années, c'est vrai que le recruteur avait un peu le choix. Aujourd'hui, un bon candidat, il trouve un job en 21 jours et il a 2-3 propositions sur la table, quoi. Clair. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. J'ai presque envie de dire que ça nous arrange bien parce que c'est un peu notre fonds de commerce aussi que d'aider les entreprises à y arriver quand elles n'y arrivent plus, parce que c'est vraiment le cas pour beaucoup d'entre elles. Il y a aussi peut-être une nécessité de former ses propres commerciaux. Alors bien sûr, en fait, c'est une nécessité absolue parce que les entreprises ont besoin de défendre leur position sur leur marché, donc elles ont besoin d'avoir des commerciaux qui gagnent et qui réussissent, qui fassent monter leurs chiffres. Donc évidemment qu'il faut les former, je pense qu'on y reviendra largement, mais ça c'est la première raison. Mais la raison de fond, c'est que si vous ne les formez pas, les commerciaux, ils s'en vont, quoi. Et on voit bien, nous on a fait une étude très sérieuse avec Opinionway, justement, où on a interrogé des commerciaux. Il y a 77% des commerciaux aujourd'hui sur le marché français qui pensent que les entreprises doivent moderniser leur technique de vente. Et il y a 82% des commerciaux qui pensent aussi que les entreprises doivent moderniser leur technique de management. Donc ça, c'est un signal fort qui est en direction des dirigeants. Et il y a 61% des commerciaux qui ne se sentent pas assez formés, notamment dans la digitalisation de leur métier. Ah oui, parce qu'il y a de plus en plus de ventes à distance, et cette étude d'Opinionway montrait bien justement que les commerciaux, malgré les changements de process de vente, il n'y a plus de vente à la papa où on allait visiter les commerciaux sur le terrain, ils n'ont pas forcément été formés à vendre à distance avec différents outils, etc. Exactement. Et si aujourd'hui, je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué d'essayer de recruter un commercial sans lui montrer et lui démontrer tout ce qu'il va apprendre et comment est-ce qu'on va le faire progresser, comment est-ce qu'il va grandir dans l'entreprise. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions, il faut de la formation. Et ça permet d'ailleurs aussi de réduire le turnover dans les équipes. Excellente transition pour parler de Sales Academy. Et quand on veut monter en fait son école de vente interne, selon toi, par quoi il faut commencer? Quelles sont les grandes étapes? On commence en évaluant le niveau de compétence de ses collaborateurs? Oui, bien sûr. Ouais. Il faut, en tout cas, nous, notre protocole, entre guillemets, il est clair. C'est qu'on a une plateforme d'ailleurs 100% digitale qui permet de faire ça rapidement, parce que ça peut prendre énormément de temps d'évaluer le niveau de jeu des collaborateurs et des commerciaux. Donc nous, on a une plateforme qui permet d'évaluer à la fois hard skills et soft skills autour de la vente. Donc, j'ai envie de dire, en quelques minutes, on peut faire une photo de là où en est une force de vente, et ça, c'est assez extra. Et c'est vraiment le premier sujet sur lequel il faut commencer, parce qu'en fait, il faut aussi à un moment ou à un autre que chacun connaisse ses points forts en vente et ses points faibles, parce qu'il y a des quantités de nuances de commerciaux. Il y a des commerciaux qui peuvent être très bons sur certains environnements, dans certains contextes, d'autres qui doivent apprendre des choses ou apprendre à faire des choses. Donc c'est absolument essentiel de passer ce filtre de l'assessment pour démarrer un projet ambitieux de montée en gamme de commerciaux. Ok, donc la première étape, c'est d'évaluer, c'est de jauger. Ensuite, quel type d'initiative on peut mettre en place pour favoriser une montée en compétences de ces commerciaux, justement? Toujours pareil, c'est l'académie, c'est l'idée de dire l'entreprise doit aussi avoir un rôle et s'engager pour emmener ses commerciaux vers le championship, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut vraiment
qu'un commercial, il doit être capable de mobiliser une énergie importante parce qu'il a envie de devenir un très bon et un champion. Donc il y a tout à construire autour de cette vision-là. Nous, on l'a fait évidemment chez nous parce que c'est presque l'antichambre de nos produits. Hein. C'est déjà de tester tous nos protocoles de formation et d'entraînement de commerciaux sur nos people à nous. Et on s'éclate avec ça parce que ça a des résultats très, très forts, notamment sur l'engagement de nos collaborateurs, même sur le turnover. Hein. C'est pour ça qu'on les perd pas, parce qu'effectivement, sans arrêt, on les entretient dans un entraînement permanent qu'on appelle la fabrique à champions chez nous. Donc ça peut exister dans toutes les boîtes et on va assez loin là-dessus, puisque on considère qu'on a élaboré, et je pense que toutes les forces de vente un peu importantes peuvent faire la même chose, mais une logique entre guillemets de grade ou de palier, où chaque commercial sait où est-ce qu'il en est par rapport à un certain nombre de principales compétences qu'il doit acquérir ou qu'il doit développer sur la vente, sur la vente de valeur, sur la prospection, sur le travail de grand compte pour ceux qui sont dans des équipes de grands comptes, sur la capacité à cartographier un écosystème d'un projet complexe, sur la capacité à faire du cycle court, parce qu'on a aussi pas mal de commerciaux en cycle court, en prospe, etc. Donc à chaque fois, c'est tout un canevas de compétences et finalement j'ai envie de dire de médailles qu'ils vont chercher, et on met en œuvre derrière tous les instruments pour pouvoir les faire monter, et on a un outil qui s'appelle Level Up en interne qui justement permet régulièrement de faire le point avec chacun de nos commerciaux pour dire selon toi sur toutes ces skills, sur par exemple chez nous la capacité à avoir une conversation de vente un peu aboutie avec un dirigeant, où est-ce que tu en es, où est-ce que tu penses en être, et puis comment est-ce qu'on peut t'aider pour monter d'un cran, et puis bien sûr derrière faire la même chose avec les managers pour qu'eux donnent le retour sur l'évaluation de chacun. Donc en fait, il faut pas les lâcher, les commerciaux. C'est-à-dire qu'ils ont un potentiel incroyable quand on s'occupe d'eux. Et il faut juste avoir envie de le faire et mettre en place vraiment les structures de formation et d'entraînement. C'est comme en sport, en fait. Il faut avoir envie de monter ses commerciaux en division 1. Et quand on fait ça bien, et nous, c'est notre métier d'aider nos clients à faire ça, là, il y a vraiment des points de croissance à la clé à aller chercher. Et il reste et on s'éclate. Voilà, exactement. Et concrètement, est-ce que tu peux citer un peu des actions un peu plus court-termistes pour faire évoluer ces équipes très rapidement ? Ouais, alors, en fait, moi, je suis toujours hyper sidéré qu'on se rend compte, nous, que je crois qu'il y a, on va dire sur 10 boîtes ou sur 20 boîtes, la méthode de vente existe dans un cas sur 20, avec des mots plus simples. Donc, ça, c'est quand même assez surprenant, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, je pense que le travail de départ, c'est quand même d'être capable de formaliser par écrit, c'est quoi les avantages de nos produits, comment est-ce que on pitch l'entreprise, comment est-ce qu'on pitch les produits, la méthode CAB, exactement, et comment est-ce qu'on répond aux objections, et quand même d'aligner en fait un minimum les commerciaux. Et nous on prend en charge ce type d'exercice évidemment de co-construction de méthodes de vente avec nos clients. Et dans les phases d'audit, on se rend bien compte qu'en fait, souvent, il y a autant de manières de présenter la boîte que de commerciaux. Et il y a souvent aussi plein de commerciaux qui ne sont pas vraiment outillés pour défendre leurs produits en face de leurs concurrents. Donc tout ça, ça se travaille. Et donc, c'est pour moi le chemin le plus court. Le premier truc qu'il faut commencer à faire, c'est modéliser sa méthode de vente. Ouais, et c'est un des premiers trucs qu'on a fait il y a 10 ans d'ailleurs, c'était de passer d'une culture de l'oral à une culture de l'écrit où on a vraiment processé toutes les étapes d'un cycle de vente, de la prospection, de la négociation, au closing, de l'animation client. Exactement, et c'est finalement, ça se traduit, en tout cas à ce qu'on fait chez nos clients, chez nous bien sûr, mais chez nos clients aussi, ça se traduit par leur livrer ce qu'on appelle une Sales Bible, qui est un outil digital qui est extra, parce qu'il va permettre il va être utilisé par les commerciaux
en temps réel dans leurs transactions et dans leurs conversations avec leurs clients pour être capable d'être hyper sharp dans la manière de donner le bon argument, de parler de la bonne caractéristique, aussi de poser la bonne question au client en fonction d'un certain nombre de sujets avec un environnement digital qui est hyper flexible. C'est pas des books de 300 pages qu'il faut apprendre par cœur. C'est pas du tout ça l'idée. C'est vraiment l'idée de leur donner du contenu qui soit exploitable en temps réel. C'est presque un espèce de moyen d'augmenter les commerciaux et leur intelligence, entre guillemets, en leur donnant des outils pour être les plus percutants possibles quand ils sont en face de leurs clients, quoi. Ok. La première semaine, elle joue souvent un rôle essentiel pour un nouveau collaborateur, mais encore plus pour un commercial, un sales. En termes d'onboarding, c'est d'autant plus riche avec toutes les informations qu'on a à communiquer, mais selon toi, c'est quoi les clés d'un onboarding réussi pour ces futurs sales ? C'est hyper important l'onboarding, parce que on a quand même souvent des commerciaux qui ont eu quelques jours avant finalement pas mal de pistes et pas mal de choix à faire. Ouais. Et donc on les a chez nous. C'est à un moment ou à un autre, faut conforter le choix dans les premiers jours, quoi. Ça, et si vous faites pas gaffe, vous les perdez en fait. Donc le premier truc, c'est déjà donner envie, c'est le premier truc. Ensuite, c'est donner des protocoles, c'est former. Je vais pas revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est vraiment donner des techniques, donner de la projection aussi. Je pense que l'onboarding doit pouvoir projeter les commerciaux avec une projection entre guillemets positive de tout ce qu'ils vont pouvoir faire et de la baraque qu'ils vont pouvoir casser en fait. Parce que c'est quand même ça que vient chercher un commercial à bord. Il faut aussi, je pense, leur donner du smile et leur donner envie de valoriser. C'est important que dans les premiers jours, ils créent des liens forts avec leurs collègues, avec l'entreprise. Et donc pour ça, il faut bien sûr organiser des vies ma vie pour qu'ils connaissent bien les métiers des autres, qu'ils connaissent bien les collaborateurs, etc. Des doubles écoutes. Et puis il faut de la chaleur humaine en fait. C'est hyper important, en tout cas chez nous. Dès les premiers jours, on essaye de créer des moments où à un moment ou à un autre, ils se sentent bien. Donc c'est l'accueil, et il y a tellement à faire en fait. En tout cas, en d'autres termes, il y a tellement de commerciaux, parce que nous on fait quand même, on recrute 2500 personnes par an. Donc on les écoute, les candidats. Je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'entretiens on fait par an avec de dizaines de milliers de commerciaux qui à un moment ou à un autre cherchent un job, veulent partir ou sont sur le marché. Et ce sujet de la chaleur humaine, finalement, il revient en sous-jacent très très souvent, c'est-à-dire de l'ambiance. Voilà, donc l'onboarding sert à ça et il y a un gros travail à faire dans la plupart des entreprises pour structurer ça, quoi. C'est de l'investissement, mais il y a toujours un ROI derrière. Sûr. Et d'une certaine manière, la vente, elle demande aussi un cycle vertueux d'apprentissage, mais il faut aussi l'entretenir. On a de la chance d'y dédier une partie de nos ressources chez Up2. Est-ce que tu recommanderais à nos auditeurs justement de faire pareil ? Oui, en fait, chez nous, on a mis en place une structure de Sales Ops qu'on appelle Sales Operations, qui sont des garçons et des filles qui travaillent un peu, qui vont permettre à des commerciaux de surperformer avec les bons outils, les bons contenus, enfin tout ce dont ils ont besoin pour devenir excellents dans leur job, en fait. Donc un bon sales ops, ça peut impacter peut-être autant que 5 ou 10 commerciaux d'un coup, quoi. Donc c'est vraiment important. Donc moi je recommande un peu à toutes les entreprises de faire ça, et on est là pour aussi les aider à en recruter. En fait, de toute façon, il n'y a pas ça. Moi je crois que l'intérêt d'une bonne machine de vente, c'est d'arriver à c'est finalement pour être capable de permettre de ne pas avoir à recruter des stars, en fait. Parce qu'on a toujours envie de recruter un excellent commercial,
Mais d'abord, ça devient de plus en plus dur de recruter un excellent commercial. Il faut de plus en plus de moyens parce qu'ils sont de plus en plus sollicités. Et l'idée de la machine de vente, c'est ensuite derrière, une fois qu'elle existe, qu'elle est bien montée, c'est de pouvoir recruter des gens un peu normaux. C'est-à-dire que nous, on se bat depuis longtemps pour dire à nos clients, mais cherchez pas forcément le mouton à 5 pattes, parce qu'il avance pas plus vite avec une 5e patte, en fait. Donc, et du coup, essayez plutôt de construire une structure qui permette à des commerciaux, entre guillemets, normalement constitués, d'apprendre à faire des choses et de devenir des stars, en fait, justement, grâce à la stack de croissance et à tous les outils qu'on va pouvoir les mettre en place, notamment au travers de SalesOps. Ok. Une des clés de la réussite, justement, pour conserver ces talents, c'est de les faire évoluer. C'est quoi la recette magique pour conserver nos talents dans une grosse force de vente très exposée au turnover, sachant que sur l'exercice précédent, il y a quand même 44 personnes qui ont été promues soit team leader, soit business unit manager? Ouais, alors c'est en fait, nous, on a fait un choix un peu clair à l'inverse de pas mal de... Il y a une croyance quand même en vente qui dit, et moi j'ai beaucoup entendu dire ça, le bon commercial ne fait pas le bon manager. Ouais. Donc je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas je sais ce que tu en penses en fait, Julien. Et nous on a toujours en fait tous nos managers sont d'anciens commerciaux. En fait on adore ça. Le principe justement du commercial qui rentre chez nous, c'est qu'il doit avoir cette perspective d'aller chercher très vite ce poste de manager. Et on croit en ça parce qu'en fait les skills d'un bon manager, c'est beaucoup aussi les skills d'un bon commercial. Donc quand on sait entraîner un client, on sait entraîner des équipes derrière. Je pense que c'est quand même... alors je suis sûr qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord, mais en tout cas nous on a vraiment créé notre modèle autour de ça et moi je crois, mais dur comme fer, à cette logique d'ascenseur social pour les commerciaux et je pense que quand on décide de faire de la vente, on a plus aucun plafond de verre, c'est-à-dire qu'on peut finir dirigeant d'entreprise et sans aucun problème, parce que c'est le chemin le plus court pour grandir la vente, quoi. On oublie juste qu'il faut peut-être préciser qu'un bon commercial bien accompagné, bien managé, bien formé devient un bon manager. Exactement. Parce qu'effectivement... S'il est moyen, c'est sûr qu'il n'aura pas les bonnes skills pour passer manager. Mais en tout cas, je pense que c'est des perspectives qui sont intéressantes pour des commerciaux. Yes. On est aussi passé très vite de 5 à 120 commerciaux en très peu de temps, en 4-5 ans. Comment est-ce qu'on garde les gens dans une structure qui grossit vite face à une recrudescence aussi de start-up qui lèvent des dizaines ou des centaines de millions d'euros? Ouais, c'est marrant que tu dises ça parce que ça me rappelle quand même... quand on a commencé à grandir fort, en fait, il y a un moment, il y a une petite crise de culture parce qu'on avait des gens qui étaient hyper attachés au côté small de la boîte. Et il disait, putain Didier, on s'en va parce que c'est plus une famille maintenant. Donc, et là, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose parce que nous, on avait décidé de grandir. Donc, et en fait, le quelque chose qu'on a fait, c'est un truc qui est un peu tout con, entre guillemets, c'est-à-dire on a instauré une logique de small is beautiful, en fait, et de petites équipes. Et du coup, de tribus, comme on dit. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est quand même un truc assez intéressant et ce qui nous a permis de garder nos talents. Bon, après, on fait quand même beaucoup de choses pour les garder. Et c'est pour ça aussi qu'on a tout un plan, ce qu'on appelle un plan d'happiness, qui est une série de plein d'initiatives très différentes, donc d'ailleurs centré beaucoup sur le développement des compétences et ce qu'on appelle l'achievement, de travailler aussi beaucoup sur l'innovation, faire des choses un peu différemment, leur donner la possibilité d'avoir des projets innovants, etc. L'inclusion. Voilà, absolument. Donc c'est aussi ça qui nous permet de garder nos talents, parce que c'est sûr que c'est compliqué aujourd'hui. On n'est pas au-dessus des lois. Et aussi, je crois que c'est peut-être pas mal comme idée
de bien payer ses commerciaux, hein, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Comment ? Le nerf de la guerre, même si on le voit bien souvent, que dans les études. Souvent, c'est un truc important. C'est pas que le truc le plus important. Non, on forcément. voit bien que le sens, ça revient de plus en plus, le projet, le management, mais on voit quand même la thune aussi. Exactement. Alors, c'est pas forcément, parfois, quand tu as un projet ISO, c'est pas forcément le premier vecteur, mais ils finissent par partir pour ça, parce que d'autres leur proposent des tels gaps salariaux que l'appât du gain fait que, même si quand on regarde le package, finalement, avec notre œil à nous d'experts, on se rend compte que la première année, en tout cas, il n'y a peut-être pas forcément un gain potentiel, mais sur le papier, il peut y avoir... Oui, et puis il faut appeler un chat, c'est la guerre sur le marché. Donc c'est à celui qui fait des promesses les plus folles, c'est ça. Et que malheureusement beaucoup de commerciaux croient. Exactement. Donc, voilà, on a perdu quand même quelques-uns comme ça, mais on en a récupéré beaucoup derrière en fait, hein, parce que l'air de rien, après ils reviennent. C'est vrai. Alors on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais ça vient de me revenir à l'esprit. Le digital est essentiel finalement dans la montée en compétences des collabs. On utilise justement 360 Learning, nous à titre d'exemple, ou Level Up dont tu parlais tout à l'heure. Tu peux nous en dire un peu plus sur l'importance du digital ? Ouais, il y a 360 Learning, il y a Level Up, il y a notre outil de Sales Bible aussi, qui est un truc fondamental, hein, parce que c'est vraiment utilisé tout le temps par nos sales. Hein. Donc, en fait, 360 Learning, on a vraiment énormément bossé pour pouvoir... On a créé une vingtaine de métiers différents, donc on a créé... une vingtaine de parcours, donc il n'y a pas que les sales, hein, puisqu'on a aussi beaucoup de consultants en recrutement, de talent acquisition, donc tout le monde est sur 360 Learning chez nous. Okay. Mais si on zoome sur les sales, on a, en fait, mis bout à bout, ça fait un peu plus de 70 modules de formation, donc c'est assez colossal. Et on a pris le pari de dire, aujourd'hui, il faut qu'on puisse former nos commerciaux avec une logique un peu de formation, de consommation instantanée à la demande. Et la vidéo a clairement été un truc qu'ils adorent, les jeunes. Hein, et du coup, on a vraiment switché beaucoup de nos contenus en vidéo et qu'on a encapsulé dans cette plateforme. Donc effectivement, c'est un projet où assez complexe à mener, mais à partir du moment, on le voit bien, c'est maintenant une brique nécessaire des académies de vente qu'on aide à monter sur des grandes entreprises pour vraiment utiliser la vidéo comme format super impactant pour raccourcir l'onboarding finalement. Hein, parce que plus il y a de turnover, moins un autre, plus il faut raccourcir les onboarding et avoir des gens opérationnels rapidement. Parce que s'ils ne restent pas 10 ans, autant qu'ils soient opérationnels un peu plus vite, quoi. Les commerciaux se forment en ligne via justement du contenu, des outils ou des vidéos d'experts, mais ils ont aussi la possibilité de s'entraîner en se filmant et en proposant justement à leur manager une version d'un pitch, d'un argumentaire, pour figer les choses et voir justement quel est leur niveau de discours et qu'ensuite le manager puisse rectifier les choses. Et cet aspect vidéo, cet aspect enablement fait que derrière on gagne tous du temps et c'est hyper vertueux pour la montée en puissance des collaborateurs. Ouais, exactement. En fait, c'est génial parce que ça permet de travailler bien sûr les techniques de vente. Et à la limite, les techniques de vente, elles peuvent se mettre un peu par écrit, c'est un peu basique, mais là, ça permet de travailler donc les hard skills de vente, mais surtout les soft skills de vente. La posture, le geste, l'attitude. Et en fait, il y a un travail huge à faire là-dessus parce que et nous, on considère qu'un des trucs demain, ça va être aussi d'arriver à aider les commerciaux à aller chercher à renforcer leur mental en fait, hein, et développer, d'aller chercher sur mesure de l'énergie pour les rendre plus impactants, pour qu'ils aient des journées plus vivantes, pour aller chercher toute la partie adrénaline. Et donc ça, c'est notre petit lab de R&D. Lab innovation. Voilà, lab innovation, et c'est les projets de demain
parce que c'est essentiel de former les commerciaux de manière globale sur à la fois les techniques, mais aussi la posture, quoi, et l'attitude. Ok, bon, on a pas mal parlé des talents, des commerciaux. Si on parle un peu plus des mécaniques commerciales, finalement, selon toi, c'est quoi une machine de vente optimale ? C'est des commerciaux qui sont bien recrutés, donc des bons commerciaux, hein, quand même à la base. Ouais. C'est des commerciaux, donc ça veut dire, le corollaire de ça, c'est que une belle machine de vente, c'est une machine qui sait bien recruter. Hein. Et encore une fois, j'ai peur qu'il y ait du boulot chez beaucoup de recruteurs. Le deuxième truc, c'est des commerciaux qui soient bien formés. Je pense qu'on en a pas mal parlé. Ensuite, c'est des commerciaux qui soient bien outillés. Ouais. Parce que ça aussi, c'est un truc qui est fondamental, parce que on est vraiment au début de la digitalisation. En fait, on se rend compte que, ok, il y a eu une vague énorme de transformation digitale dans toutes les entreprises depuis 20 ans, on va dire. Hein, ça a été des budgets colossaux et tout, mais les commerciaux, il s'est rien passé, en fait. Hein, pour la plupart. Alors, j'exagère un peu, mais je force le trait, mais il y a vachement d'entreprises où les commerciaux n'ont pas changé leur méthode de travail, leur méthode de vente. Parfois, ils vendent aujourd'hui évolué. comme il y a 10 ans, quoi. Comme il y a 10 ans, avec que dalle comme outil. Alors, bien sûr, il y a du CRM, il y a du CRM, il y a du CRM. Le CRM, il ne fait pas tout, et le CRM, il n'aide pas à monter en gamme un commercial. Hein. Ça ne sert à rien, CRM, pour le faire devenir meilleur. Hein. Ça sert à reporter ce qu'il fait, ça sert à plein d'autres choses, ça sert à suivre l'activité, ça sert à ouvrir les yeux à son manager, hein, ou à dirigeant. Mais c'est... Voilà. Donc, les outils, je sais, on en a un petit peu parlé sur des choses qu'on fait et qui les aident à performer au quotidien. Mais ça, c'est essentiel. Donc, des commerciaux bien recrutés, des commerciaux bien formés, des commerciaux bien outillés, des commerciaux bien entraînés, hein, parce qu'avec tous ces ateliers... il suffit pas de former une fois, il faut répéter. Exactement, il faut mettre en situation, il faut faire des trucs sympas, rigolos, qui vivent, il faut du jeu, voilà. Il faut faire des petites mises en situation, des jeux entre commerciaux, donc ça marche très bien. Ouais. Des commerciaux bien managés, évidemment, parce que ça on n'en a pas trop parlé, mais la manière de travailler a complètement changé avec le Covid. Hein. Il y a la vente à distance, il y a une génération Z aussi qui arrive, qui est pas du tout câblée comme les précédentes. Donc, et eux vont pas s'adapter à notre génération. Hein. Il faut que ce soit l'inverse. Donc, et je crois qu'il y a aussi beaucoup à faire pour apprendre aux managers à avoir un management moderne qui s'adapte bien à cette génération de jeunes. Qui est encore une fois quand même assez particulière. Voilà. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire, bien recruté, bien formé, bien outillé, bien entraîné, bien managé. Bon, voilà le programme, quoi. Ok. Tu as des indicateurs, des chiffres qui sont parlants à partager justement pour illustrer ça ? Écoute, je vais botter un touche un peu, parce que je vais pas te donner de chiffres, parce que nos chiffres, si je te les donne, ils vont pas parler aux gens, en fait. Ils s'en foutent un peu, les gens. La question, c'est plus qu'est-ce qu'on doit mesurer, en fait. Ouais, c'est ça. Peut-être, hein, si tu veux bien. Ouais. Alors évidemment, il y a le nombre d'ouvertures de comptes et de nouveaux clients. Ça, c'est sûr, c'est un truc qu'il faut suivre dans la plupart des boîtes qui ont quand même un objectif de conquête, hein, c'est-à-dire 99% des boîtes, donc ça, c'est vachement important. Mais nous, on suit au travers d'un nouveau système de management qui sont ce qu'on appelle les OKR, hein, les Objective Key Results. C'est vraiment la progression des commerciaux sur tout ce qui touche en fait à la lifetime value du client. C'est-à-dire que c'est une espèce de concept marketing qui permet de calculer finalement, en capitalisé, combien va rapporter un client sur une période de temps de 2, 3, 5 ans, ça dépend des entreprises, et de pouvoir ne pas voir simplement qu'est-ce qu'on rapporte comme chiffre d'affaires à l'instant T, mais d'essayer de projeter une lifetime value qui soit la plus haute possible. Donc ça veut dire du cross-selling, ça veut dire en fait c'est faire consommer le client le plus possible, lui faire passer d'une offre à l'autre. Donc ça, c'est des trucs qu'on mesure chez nous avec en temps réel, hein. C'est vraiment des indicateurs. On a une grande télé qui permet de suivre un peu où est-ce qu'on en est sur tous ces OKR là, et puis un truc qui est important maintenant, qu'on retrouve de plus en plus, c'est les sujets de satisfaction, où on a vraiment mis
c'était pas toujours des sujets qui étaient mesurés dans les forces de vente, parce qu'on disait finalement les tant commerciaux, que le chiffre est là, voilà, tant que le chiffre est là, les commerciaux on leur demande de signer, et puis après c'est d'autres équipes qui prennent le relais, etc. Bon, on a vu que c'était pas terrible, ça a shifté, ça. Voilà, ça a shifté exactement. Donc on a mis en place des indicateurs de NPS, Net Promoter Score, qui permettent de mesurer la satisfaction à tous les niveaux de la machine et de la fusée. Et les commerciaux d'ailleurs sont incentivés à avoir des bons NPS chez leurs clients, et ça fait partie vraiment des grands objectifs de la boîte, d'avoir des clients qui soient capables aussi de dire effectivement moi je suis content, quoi, et qu'on le dise pas à leur place comme le font beaucoup de boîtes aujourd'hui, quoi. Ok. Si on ouvre un peu le capot de la machine de vente Up2, qu'est-ce qui est remarquable dans notre exécution commerciale ? Écoute, en fait, ça fait un peu... un peu boulard. Ça fait un peu boulard quand même. Donc, en fait, en tout cas, nous, ce sur quoi on travaille beaucoup, pour le dire autrement, c'est vraiment tout ce qui est conversational selling, qui est toute la vente de valeur ou la vente à C-level. Il y a plein de termes différents, ou le value selling, etc. Ça, c'est important. On investit beaucoup pour apprendre à nos commerciaux à vraiment bien rentrer dans des business cases de dirigeants d'entreprise qui ont finalement des problèmes un peu partout avec les commerciaux, et de pouvoir un peu bien les aborder, sans forcer, avec beaucoup d'assertivité, qui est une espèce de soft skill suprême du commercial, l'assertivité, qui est au-delà de l'empathie. C'est pas simplement de l'écoute, et pas simplement de l'écoute active, mais d'être vraiment capable d'être leader dans son acte de vente, bien comprendre un enjeu et emmener progressivement un client vers ce que l'on veut, évidemment, ou ce qu'on cherche, mais sans forcer le truc, pour qu'il, finalement lui donner l'impression qu'il y va tout seul. Ça, c'est l'art suprême du grand vendeur, mais en tout cas qui est super dur, mais on travaille beaucoup là-dessus, et on s'éclate bien à travailler tout ça. En fait, nous, j'ai envie de te dire, Julien, et tu le sais, nous, on a la super chance d'être spécialisé sur la vente. Donc, en fait, on travaille que là-dessus toute la journée, quoi, dans nos produits, pour nos clients, en interne. Donc, on prend un plaisir fou parce que c'est un jeu, on s'amuse bien avec la vente, parce que il y a de l'adrénaline, il y a de l'envie de gagner, il y a l'envie de marquer des buts, c'est très excitant. Donc, on a la chance d'être vraiment en plein cœur de ce sujet, dans toutes nos conversations avec tous nos clients, tous nos prospects, en interne. Donc, c'est... Puis on est une boîte de vendeurs. On s'est créé sur les grands constats qu'on faisait dans les différents marchés, mais avant tout, on est venu de la vente avant d'être une boîte de recruteurs, de formateurs, etc. Exactement. Ok. Quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons qui commencent leur transformation commerciale ? Par quoi faut commencer, en fait ? Il faut qu'ils décident d'arrêter d'improviser, en fait. Parce que ça, c'est quand même le mal du commercial, siècle, je sais pas quoi, mais vraiment, la vente, ça s'improvise pas, quoi. C'est pas un art, mais c'est une science. Voilà, exactement. C'est pas un art, et c'est une science. Très bien dit. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Ça, c'est le premier truc. Après, peut-être leur dire qu'il faut qu'ils évaluent quand même les skills de leurs commerciaux, ou au moins leur mécanique de vente. Donc ça, évidemment, on peut les aider. Je fais un peu de commercial, désolé, mais on peut les aider à ça. En tout cas, on a des produits pour les aider à ça, parce qu'il faut savoir d'où on part, en fait, pour pouvoir atteindre un objectif, et voir tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est vraiment... c'est de se dire, bon, ok, je décide une fois pour toutes que je vais rendre je vais passer de l'improvisation à entre guillemets, à une certaine science, en tout cas une belle machine de vente. Et puis de faire un projet pour voir qu'est-ce que je sais bien faire déjà, et quels sont les sujets sur lesquels il faut que je progresse pour y aller
tranquillement, et puis aller chercher faire des projets courts, parce que l'avantage avec en fait toute la transformation commerciale, c'est que on peut faire le ROI, il est très rapide en fait. C'est-à-dire que dès les premières initiatives, ça permet de rapporter gros, quoi. Parce qu'il suffit de changer quelques petites choses, quelques petits signaux faibles. Ouais. Chez certains, dans la manière, par exemple, d'écouter, de qualifier une affaire ou de pitcher un produit. Très vite, en fait, il suffit d'améliorer ça de 10%, ça fait c'est pratiquement du jour au lendemain. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller de manière un peu structurée, en privilégiant les petites choses simples à faire rapidement. Par exemple, typiquement, l'écoute, savoir poser des questions, savoir mener une découverte correctement. En fait, ça fait, je sais pas, moi, ça fait 30 ans que j'entends ça, que le clé de la vente, c'est la découverte, et ça fait, et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a, je suis un peu dur, mais il y a tous les commerciaux ont besoin d'aide pour être. C'est tout un art de questionner et de mener à bien une découverte, et je crois que les entreprises peuvent commencer aussi par ce genre de petits projets courts, parce que ça a un impact immédiat sur le business, quoi. Ok, très clair. On reste sur la thématique des conseils. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné ? Écoute, je vais te dire un truc que j'avais entendu de la bouche du patron d'AXA, qui avait dit dans je ne sais plus quoi, un podcast ou autre. Pas sûr qu'il faisait des podcasts, c'est pas trop le genre, mais en tout cas, probablement une intervention d'un bouquin. Il avait dit un truc qui m'avait vachement parlé. Il m'a dit, ce n'est pas le chemin. Dans la vie, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Alors, bon, c'est un peu strict, mais voilà, moi je pense que j'ai envie de donner un conseil à des jeunes d'aller chercher des trucs un peu compliqués, de se mettre en risque et d'essayer et surtout de se battre pour travailler tous les sujets sur lesquels on n'est pas au niveau, quoi, parce qu'on a tous des vulnérabilités. Alors bien sûr, on est dans un monde où en ce moment tout le buzz, tout ce qu'on dit sur LinkedIn, c'est pensée positive, etc. Mais bon, moi je suis pas du tout, j'ai un peu du mal avec ça, parce que je pense au contraire, moi ça m'a jamais nourri de me dire tiens, c'est ça, je suis bon là-dedans, vraiment c'est top, etc. Enfin, je me suis toujours nourri de batailles contre moi-même, en fait, pour essayer d'améliorer des choses que je devais améliorer et de créer tous les jours une meilleure version de moi-même, en fait. Ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup, et j'ai vu et je pense que les gens, en fait, si on leur bouge pas un peu les fesses, ils ont un peu tendance à être en permanence un peu en zone de confort, à pas trop en faire, en fait, à doser son effort, à être tranquille, à se dire tiens, je veux un peu me protéger, moi je serais mieux quand je serais bien toujours si je travaille pas trop, tout ça. Bon, moi j'ai toujours pris un plaisir de dingue à pousser les watts en termes d'énergie et de travail. Et alors que pourtant, en fait, je suis peut-être un peu long, tu me coupes. Lâche-toi. Voilà. Mais moi, j'ai glandé à mort pendant mes études. J'étais. Ah bon ? Ouais. J'avais énormément de mal à être scolaire. Je pensais qu'un truc, c'était m'amuser. J'étais pas du tout sérieux et tout. À l'époque, il n'y avait pas d'argent à gagner, peut-être ? Peut-être. Ouais, je sais pas. Mais t'as raison, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, le fait est que du jour au lendemain, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait. Ce qui me nourrit, c'est pas le facile, en fait, et c'est pas de prendre du plaisir et de penser qu'à ça toute la journée. Et au contraire, moi, je me suis rendu compte que les meilleurs moments que j'avais, de vraiment de fierté ou d'accomplissement ou des grands moments de joie que j'ai eus, j'ai toujours eu l'impression que c'était ceux que j'avais construits en me donnant beaucoup de mal et en bossant beaucoup et tout. Donc c'est un peu ça le conseil du vieux con que je suis à des jeunes. Ok. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur la meilleure version de toi-même, est-ce que avant de terminer, tu as une routine personnelle pour mieux performer ou justement pour te sortir toi-même de ta zone de confort et progresser ?
Ouais, alors j'ai un truc qui s'appelle en fait le problem solving. Moi j'appelle le problem solving, c'est de dire en fait quand il y a un problème qui se pose, quand il y a un truc qui va pas, on a un peu tous tendance à dire en fait le truc qui va pas parce que c'est les autres. Voilà. Il y a un truc qui va pas chez machin ou tiens si tel truc changeait autour de moi, ça me permettrait de régler le problème, etc. Et moi j'essaye, c'est super dur et je me bats encore contre moi-même là-dessus pour le faire un peu toujours mieux, mais c'est de dire je suis seul responsable de tout ce qui m'arrive et à un moment ou à un autre. La solution au problème, elle vient d'abord de choses que je vais changer dans moi. Avant qu'elle soit que ce soit quelque chose qu'il faille que je change chez les autres ou que j'attende des autres en fait. Donc et quand tu fais ça, en fait d'abord souvent tu y arrives très souvent. Alors bien sûr il y a des trucs à un moment ou à un autre tu trouves pas la solution comme ça, mais en tout cas il y a vraiment plein de sujets et qui contribuent. En fait cette posture là elle contribue à finalement créer en permanence une meilleure version de toi-même parce que tu t'améliores et voilà. Ok, top. Dernière question, est-ce que tu as 2-3 outils ou des livres à recommander à nos auditeurs ? Ouais, parce que d'abord on a écrit 2 et je sais pas si tu te rappelles Julien, mais on y a passé un peu de temps, donc j'ai du mal à pas en faire la promotion. Donc on a le premier qui s'appelle Ce que vos commerciaux ne font pas et qui vous coûtent des millions, qui est donc le premier, il est vraiment sur le sujet c'est un espèce de best-of des 50 meilleures techniques de vente, en gros, on va dire. Voilà. Et le deuxième, c'est ce que vos commerciaux ne feront jamais et qui vous rapportera des millions. Voilà, faire du marketing digital, votre meilleur. C'est surtout le sujet du marketing digital, d'ailleurs qu'on n'a pas tellement parlé, tout ce qui est inbound, etc. Cette logique du Google qui doit être votre meilleur commercial. Ça, on va refaire un autre épisode là-dessus. Voilà, exactement. Voilà, après moi j'ai ces 2 bouquins là évidemment. Après j'ai vachement aimé le bouquin sur la 25e heure qui a été écrit par des start-upers et qui donnait leurs secrets sur la manière de gérer la marée en fait quand ils démarraient leur business. Donc il y a des trucs intéressants, tout n'est pas à prendre à la lettre, mais enfin il y a 2-3 tips qui sont sympas. Et puis je fais un petit coup de pouce à quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Caron et qui a écrit des bouquins aussi vachement bien sur la vente, tu sais. Lève-toi et vends, lève-toi et prospecte. Et là il en a fait un 3e qui est lève-toi et négocie, quelque chose comme ça je crois. Ok. Donc voilà. Voilà. Ok, c'est top. Merci beaucoup Didier pour ce premier épisode ensemble de la saison 3 et puis rendez-vous pour la saison 4 où on fera un épisode mais plus sur le lead gen, le marketing digital, l'automation, etc. Et top. Merci pour tes bons conseils. Merci. Salut Didier, à bientôt. Et vive la vente. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. À très vite!